Et à midi 15, eh bien, nous en parlons des élections législatives avec l'invité de Magali Santulli, puisque ce soir s'achève la campagne pour le premier tour qui a lieu donc dimanche. Votre invité, Magali, c'est François Laval, le directeur de Sciences Po Nancy. Oui, absolument. Bonjour François Laval. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc effectivement, comme Romaine le disait, vous n'êtes pas sans savoir, chers auditeurs, que le premier tour des élections législatives a lieu dimanche. Le second tour, il aura lieu dimanche prochain, le 19 juin. Mais alors, les élections législatives, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Qui élit-on? On va voir tout ça avec donc notre invité qui est extrêmement placé pour nous répondre puisqu'il est directeur de Sciences Po Nancy. Alors François Laval, tout simplement, eh bien, les élections législatives, à quoi ça sert? Pourquoi? Pour qui va-t-on voter dimanche? Alors, je permets de rétablir quelque chose. Vous dites que vous n'êtes pas sans savoir. Non, c'est le gros problème, c'est que beaucoup d'électeurs ne savent pas qu'il y a un vote dimanche. C'est vrai. Alors, les élections législatives, finalement, c'est des élections fondamentales. À la limite, elles sont plus importantes pour le système institutionnel français que les élections présidentielles. Pourquoi? Parce qu'on va déterminer une majorité parlementaire. Donc, il faut 289 députés sur les 577. Et avec cette majorité parlementaire, on va déterminer la couleur du gouvernement. Et en fait, ça va déterminer le chef du gouvernement et les ministres. Et selon la Constitution, c'est le gouvernement qui dirige l'administration et qui détermine la politique de la nation. Ce n'est pas le président de la République normalement. Alors là, donc l'idée, c'est que nous sommes répartis en circonscriptions et on a donc les partis qui présentent un député sur chaque circonscription. Combien de députés au total donc va-t-on être amené à élire ? Donc il y a 577 députés, dont 11 des circonscriptions, donc des Français de l'étranger. Donc le territoire a été découpé en 566 circonscriptions, où là, chaque parti présente un candidat pour à la fois soit avoir un des députés, mais surtout pour avoir de l'argent, puisqu'en fait le score obtenu par les partis politiques qui auront présenté des candidats dans 50 circonscriptions, qui auront eu au moins 1% des électeurs, toucheront 1,60 € par électeur pendant 5 ans. Donc c'est très important pour le financement des partis politiques. Alors comment se déroule le scrutin? On l'a dit, donc le tout premier tour a lieu dimanche. Est-ce qu'il pourrait n'y avoir qu'un seul tour, par exemple? Alors pour qu'il n'y ait qu'un seul tour dans les circonscriptions, il faut que le candidat en tête ait dépassé les 50% des suffrages exprimés, mais surtout ait 25% des inscrits. C'est-à-dire qu'avec un taux de participation de moins de 50%, il faudrait que le candidat ait 55 à 60% de voix. Ce qui n'est plus possible. Oui. Il n'y a pas eu en 2017 d'élus au premier tour lors des élections législatives. Alors un député, concrètement, quelles sont ses missions? On élit des députés près de chez nous. Quelles vont être ensuite ses missions une fois les élections terminées? Alors le député a 2 rôles. Le premier rôle, c'est de voter la loi au sein du Parlement, qui est composé de 2 chambres, Assemblée nationale et Sénat. Et sa deuxième mission, c'est de contrôler l'exécutif. Et il peut voter une motion de censure pour renverser un gouvernement. Mais on a demandé au député, comme il est élu dans une circonscription, d'avoir une autre fonction, d'être à l'écoute de sa population. Et en fait, les députés vont plus être élus ou sanctionnés par rapport à leur présence dans leur circonscription plutôt que par leur activité législative. Justement, en quoi ça va nous toucher directement d'élire nos députés? Quel va être ensuite l'impact en local par la suite? Alors l'impact en local, c'est si vous avez un député qui est normalement membre de la majorité, il peut peut-être obtenir un peu plus de choses que le député de l'opposition. Simplement, il ne faut pas rêver. Le député est là pour voter des textes dans le cadre d'une majorité parlementaire ou d'une opposition. Et donc, il a très peu de pouvoir au niveau local. Et finalement, donc on parlait aussi du Sénat. Quelle est la différence entre un député et un sénateur? Alors le député est élu par la population, le sénateur est élu par les maires, puisque l'Assemblée nationale représente la population et le Sénat représente les territoires, c'est-à-dire départements, régions, communes. Et alors la Constitution de la Ve République a prévu que s'il y a désaccord, normalement la loi doit être votée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais en cas de désaccord, le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale d'avoir le dernier mot. Donc c'est important d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et alors qui peut se présenter pour être député? Alors pour être député, il faut respecter donc des conditions de nationalité, il faut être français, des conditions d'âge, il faut avoir 18 ans et ne pas avoir perdu ses droits civiques lors d'une condamnation par un juge.
On note qu'on a la plus jeune candidate en Lorraine, qui est Raphaël Rosa. Elle se présente, je crois, c'est dans la 8e circonscription de Moselle, chez les Républicains, et elle a à peine 18 ans. Est-ce que vous pensez qu'à 18 ans, on peut avoir les épaules pour être élu député ? Écoutez, il y a un débat sur baisser l'âge de droit de vote à 16 ans. Oui. Parce qu'en fait, maintenant avec les réseaux sociaux, avec la formation, la jeunesse est quand même beaucoup mieux normalement formée, éclairée qu'auparavant. Après, je ne vous cache pas qu'à 18 ans, si on lui a donné cette circonscription, c'est parce qu'en fait, elle n'est pas gagnable par un baron local et qu'en fait, elle va faire ses armes lors de cette première élection pour le préparer peut-être pour d'autres élections. Alors, aux dernières élections législatives, on était déjà dans le même cas de figure. On venait d'élire Emmanuel Macron. Pourtant, aujourd'hui, on a quand même des situations et des enjeux qui sont bien différents. Est-ce qu'on peut revenir sur ces deux périodes ? Quelles sont les différences les plus importantes cette année par rapport aux dernières élections ? Écoutez, 2017, c'était l'élection surprise d'Emmanuel Macron. Donc, il avait une dynamique. Et donc, on était dans la dynamique de l'élection présidentielle législative française. On élit le président et après on lui donne une majorité parlementaire pour permettre d'appliquer son programme. C'était le cas par exemple de François Mitterrand en 1981. François Mitterrand a été réélu en 1988, il n'y avait plus la même dynamique et donc du coup il n'a pas eu de majorité absolue. Et là on se retrouve dans la même situation avec Emmanuel Macron. Il a été réélu, c'était plus un vote contre Marine Le Pen que pour Emmanuel Macron et donc du coup il y a plus de dynamique en sa faveur, d'où la difficulté pour lui peut-être d'avoir une majorité absolue le dimanche prochain. Alors justement, les résultats aux dernières élections législatives, qu'est-ce qui en était sorti à l'issue du second tour? Alors, ce qui en était sorti, c'était une vague La République En Marche et Modem. Donc, le président avait plus de 350 députés. Il en faut 289 pour avoir la majorité absolue. C'était la défaite de tous les députés sortants, de pratiquement tous les députés sortants, qu'ils soient socialistes ou qu'ils soient les Républicains. Donc, en fait, il avait une marge de manœuvre, ce qui lui a permis pendant 5 ans. Du coup, le problème d'avoir les mains libres, le problème, c'est que quand vous n'avez pas d'opposition forte à l'Assemblée nationale, elle se retrouve dans la rue. D'où l'affaire des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. S'il n'y a pas des contre-pouvoirs institutionnels, ça devient des contre-pouvoirs quasi révolutionnaires dans la rue. Et alors là, pour ces élections, il y a beaucoup de sondages. On y croit ou on n'y croit pas. On leur donne le crédit qu'on veut. Mais en tout cas, que disent les sondages d'une manière générale sur les potentiels résultats ? Alors, les sondages, l'avantage, c'est que Emmanuel Macron ne voulait pas qu'il y ait de dynamique dans cette législative. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui a créé la dynamique. L'électorat de gauche demandait à corps et à cri une candidature unique à l'élection présidentielle. Les partis politiques n'ont pas pu donc s'arranger. Il y a eu 4 ou 5 candidats. Là, Jean-Luc Mélenchon a créé cette dynamique en créant la NUPS ou la NUPES, le rassemblement donc des 4 grands partis de gauche, et donc en additionnant les voix qu'ils avaient obtenues au présidentiel, ça aurait permis à un candidat de gauche d'être au deuxième tour. Et bien là, en agrégeant les voix de ces partis à l'élection législative, eh bien on a la NUPES qui est devant Ensemble, c'est-à-dire le nouveau rassemblement qui soutient Emmanuel Macron. Alors selon les sondages, 29, 28, 28, 27, 27, serré, 26, c'est très serré. Ouais. Et justement, Jean-Luc Mélenchon, il a dit aux Français, faites de moi le Premier ministre. Est-ce que c'est possible ? Comment c'est possible ? Et que pourrait faire Emmanuel Macron ? Alors, c'est tout à fait possible. Bon, c'est quand même assez incroyable de faire une campagne en disant « élisez-moi Premier ministre ». On n'élit pas le Premier ministre, on élit des députés qui, au soir du second tour, on va faire le compte. Si la NUPS a au moins 289 députés, ils ont la majorité absolue. À ce moment-là, le président de la République est obligé de nommer un représentant de l'opposition. S'il ne le fait pas, il y a une crise politique. Et donc, Jean-Luc Mélenchon dit « je serai le Premier ministre ». Emmanuel Macron a dit non, je peux nommer quelqu'un d'autre. Naturellement, Jean-Luc Mélenchon, s'il nomme par exemple Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe parlementaire, qui était d'ailleurs, pour la petite histoire, étudiante sur le campus de Nancy il y a 7 ou 8 ans. Donc à ce moment-là, au sein de NUPS, il y aura l'idée que Emmanuel Macron ne respecte pas le choix des électeurs. Donc ils refuseront de valider la nomination. Donc pour que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre, il faut qu'il ait la majorité parlementaire.
Au deuxième tour, enfin aux dernières élections, donc là les présidentielles, l'abstention a été assez forte. Si l'abstention est également forte pour ces élections législatives, à qui est-ce que ça profiterait le plus finalement, une abstention forte ? Alors, une abstention forte, ça profite aux candidats qui ont comme électorat des personnes âgées, des personnes CSP+, qui ont l'habitude, qui savent que c'est un devoir, qui vont aller voter. Et ça, c'est le problème de Jean-Luc Mélenchon et d'ailleurs du Rassemblement national, puisqu'ils ont un électorat jeune, ils ont un électorat populaire qui est assez éloigné des institutions, qui se mobilise pour l'élection présidentielle, mais qui a du mal à se mobiliser pour les autres élections. Alors les Français de l'étranger, eux, ils ont déjà voté. Comment ça se passe de leur côté ? Alors on a découpé les circonscriptions donc, par pays. Et donc on a 11 circonscriptions et donc on les a fait voter une semaine à l'avance pour avoir les résultats le soir du deuxième tour, vous voyez, pour savoir qui aura la majorité ou pas à partir de 20h ou 22h. Donc on est dans la même situation, on présente des candidats. Et donc, les électeurs qui sont inscrits sur les listes électorales vont voter dans les consulats ou dans les ambassades. Et ça arrive des fois à des résultats. On voit Manuel Valls, qui était le candidat d'Emmanuel Macron sur la circonscription, donc Portugal-Espagne, a été battu par le candidat sortant Ensemble, qui s'était présenté en dissidence contre lui. Et justement, là, les résultats pour ces premiers votes, qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, ils disent qu'en fait, comme on s'y attendait, on a deux grandes tendances. Vous avez naturellement Ensemble, le parti majoritaire d'Emmanuel Macron, puisque ce sont des expatriés, donc ce sont ceux qui comprennent le discours internationaliste, mondialiste, européen d'Emmanuel Macron. Et puis vous avez la NUPS qui est passée devant les Républicains, puisque là on a l'union de la gauche. Donc, parce qu'il y a une dynamique au niveau de la gauche avec la NUPS. Il y a un désamour des Français pour la politique, hein, on ne va pas se le cacher. Les gens ont du mal à aller voter. Comment on peut expliquer justement ce désamour pour la politique ? Alors, il y a des amours à l'égard de la politique, alors que la France, normalement, est un peuple, les Français sont un peuple très politique. Oui, on aime bien parler donc politique. On aime bien parler politique, parce qu'en fait, c'est un peu la fin des idéologies qui étaient clivantes. On était de droite, on était de gauche. D'ailleurs, ça a entraîné finalement la victoire d'Emmanuel Macron, en disant il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, on est tous un petit peu au centre. Et puis, il y a le sentiment à juste titre, que le politique ne maîtrise plus l'avenir. Le politique n'a plus beaucoup de pouvoir, puisque beaucoup de décisions se prennent au niveau européen, beaucoup de décisions se prennent au niveau mondial, voire même maintenant on fait face à des multinationales qui ont les moyens, qui sont beaucoup plus puissants que des États et qui imposent aux États certaines législations. Donc il y a l'idée que finalement, à quoi ça sert de voter. Avant, on nous promettait le grand soir, de tout changer. Finalement, c'était l'expérience de François Hollande et la grande déception. Vous êtes obligé de gérer. Et je précise que la force en fait de Jean-Luc Mélenchon et de NUPS, c'est d'expliquer qu'ils n'ont jamais géré, donc eux ils ont la solution. Ça fait penser à Syriza en Grèce qui expliquait la même chose et que quand ils ont gagné l'élection, et ils ont perdu l'élection suivante parce qu'en fait, ils ont été obligés de gérer et d'abandonner une grande partie de leurs idées révolutionnaires. Alors, pour finir cet entretien, on n'a pas tous reçu nos professions de foi. Alors, est-ce qu'on peut retrouver quelque part la liste des candidats pour chaque circonscription et puis également leur programme ? Est-ce que tout ça est centralisé quelque part ? Alors, normalement, ça devrait arriver aujourd'hui. Je sais qu'il y a toujours eu beaucoup de retard. C'est moins important que ce qui s'était passé lors de l'élection présidentielle. De toute façon, vous pouvez retrouver la liste des candidats officiellement sur le site du ministère de l'Intérieur. Et puis, naturellement, vous allez sur tous les journaux d'information, que ce soit Le Monde, même l'Est républicain a fait donc le Républicain Lorrain. Vous pouvez retrouver sur leur site internet tous les candidats. Eh ben, merci beaucoup François Laval d'être venu nous parler des élections législatives. Vous êtes donc directeur de Sciences Po Nancy. Et donc, on le rappelle, les élections législatives, le premier tour a lieu ce dimanche 12 juin. Et puis, rendez-vous pour le second tour dimanche 19 juin, donc la semaine prochaine. Merci beaucoup Magali, merci à votre invité François Laval. Et sur RCF en Lorraine, vous pourrez suivre les soirées électorales, bien entendu. Ce sera à partir de dimanche et donc à partir de 19h45, 22h pour être précis.